Guillaume Villadier, reporter à TV5 Monde, nous a rejoint. Bonjour Guillaume, vous venez de rentrer de Turquie, vous avez réalisé une série de reportages, vous avez suivi les élections. Alors tout le monde s'est trompé, les commentateurs, les sondeurs, tout le monde était dans le fantasme sur cette élection. Premier constat, une fois de plus, les sondages en Turquie se sont trompés. C'est pas vraiment fiable. En Turquie, les sondages, c'est souvent un petit peu partisan. Et effectivement, les journalistes, notamment les journalistes occidentaux, nous, on a tendance à tout de suite emboîter le pas de ces sondages, peut-être prendre nos souhaits pour des réalités. Un président, et ne pas comprendre aussi pourquoi un président qui, depuis des années, a abordé un virage autoritaire, a mis autant de gens en prison, avec une crise économique comme ça, on n'arrive pas à comprendre. Comment c'est possible que la crise économique, par exemple, n'ait pas changé la donne ? Alors on est en temps de crise économique, mais aussi on est en temps de crise de guerre. La Turquie est coincée entre plusieurs guerres. La guerre en Syrie depuis maintenant 12 ans. Et puis de l'autre côté, la guerre en Ukraine n'est pas loin. Donc il y a cette ambiance de guerre autour de la Turquie qui a dû jouer aussi pour le président Erdogan, qui a préféré parler, pendant sa campagne, il a parlé de défense, de sécurité. Les vidéos étaient hallucinantes. On voyait des vidéos de drones, d'avions. L'industrie de la défense était glorifiée. Et il parlait de ça plutôt que de parler de la crise économique. Et ça a marché. Et ça a marché. Alors, que représente la figure d'Erdogan par rapport à son électorat ou par rapport aux Turcs ? Quelle est sa marque ? Qu'est-ce qui fait qu'en 20 ans, son pouvoir s'est très peu érodé, en fait, son électorat ? Il est toujours confortablement élu, même si cette fois, il n'est pas élu dès le premier tour. Mais quand même, il garde son électorat. Erdogan, c'est d'abord l'homme politique, le président, le Premier ministre, puis le président, qui a redonné sa fierté aux Turcs et à une partie de la Turquie, au moins la moitié de la Turquie, qui est pieuse, traditionnelle, musulmane et qui a été ostracisée pendant des décennies par les laïcs qui étaient au pouvoir, par la République moderne, laïque, fondée par Mustafa Kemal Atatürk il y a 100 ans. Donc c'est déjà ça. Et ensuite, il reste au pouvoir malgré les coups durs. Il reste au pouvoir parce qu'il a ce talent de transformer n'importe quelle crise en opportunité. Il reste au pouvoir aussi en laissant croire à tous ces gens à qui il a redonné une visibilité, notamment aux femmes qui voilées, qui grâce à lui peuvent travailler dans la fonction publique, peuvent étudier. C'était interdit avant Erdogan pour ces femmes. Il leur laisse croire que si l'opposition venait à gagner, il y aurait un retour en arrière pour toutes ces populations. Alors, il arrive aussi à faire un grand écart qui est assez incroyable. Lui est islamiste conservateur. Il a formé une alliance depuis 2018 avec le parti d'extrême droite. Comment est-ce qu'il arrive, un parti d'extrême droite qui est pro-kémaliste, donc une mouvance qui est laïque, comment est-ce que lui, l'islamiste, arrive à réunir le MHP, le mouvement d'extrême droite laïque ? Oui, alors cette alliance, à la base, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Et finalement, elle marche très, très bien. Il a réussi à créer cette espèce de dynamique islamo-nationaliste en faisant rencontrer en fait plusieurs fantasmes, plusieurs visions, notamment cette vision qu'on dit eurasienne, qui consiste à tourner la Turquie davantage vers l'Orient, vers le monde turcophone, plutôt que vers l'Occident. Et ça a rencontré, c'est des idéologies qui sont rencontrées entre les nationalistes kémalistes à la base, qui n'était vraiment pas pro-musulman, et lui qui est un islamiste à la base. Ouais. L'opposition a fait aussi un grand écart avec des partis très hétéroclites. C'est ce qui les a aussi un peu gênés dans cette élection ? Dans un premier temps, non. Ça leur a permis d'avoir une énorme visibilité, de faire des meetings vraiment ahurissants avec plein de responsables politiques. Effectivement, c'est aussi une coalition très hétéroclite qui va des sociodémocrates du GEP, et dans ce parti, le Parti social-démocrate, il y a déjà beaucoup de tendances un peu contre nature. Puis dans cette coalition, donc, vous avez 6 partis, les sociodémocrates, les nationalistes, vous avez aussi des islamistes. Donc c'était déjà une coalition contre nature. Le parti kurde a été totalement mis hors course. La question kurde, elle est toujours à ce point crispée là-bas ? Elle est crispée, et même Kemal Kılıçdaroğlu n'est pas un pro-kurde. Alors oui, effectivement, il bénéficie des soutiens du parti kurde, mais historiquement, le CHP, le CHP, est un parti qui a opprimé la minorité kurde. Donc là encore, on a une sorte d'alliance. Alors c'est pas une alliance officielle, mais les Kurdes, le parti HDP... ont massivement voté en faveur de l'opposition. N'ont présenté aucun candidat, et au final, leur candidat, leur président, qui est en prison depuis 7 ans, Selahattin Demirtas, a appelé à voter pour Kılıçdaroğlu, malgré des conceptions
pas Totalement conciliable. contraire. Ouais. On a beaucoup parlé des jeunes, on a beaucoup parlé des primo-votants. Comment elle est maintenant, cette jeunesse qui espérait un changement? Alors ces primo-votants, ils n'ont jamais été aussi nombreux. On parlait de 5 à 6 millions de jeunes qui votaient pour la première fois. Des jeunes qui ont entre 18 et 22 ans et qui donc n'ont connu que Erdogan au pouvoir. Donc on disait que ces jeunes, on sentait que dans cette jeunesse, il y avait peut-être une volonté de changement. Mais est-ce qu'on arrive à vraiment sonder la jeunesse turque? La jeunesse turque des villes, oui. La jeunesse turque des campagnes, peut-être un petit peu moins. Parce que Erdogan, ces jeunes, il leur a donné aussi la possibilité d'étudier dans des écoles. Il y a eu tout un système de bourses. Le système clientéliste Erdogan, il fonctionne à tous les niveaux, et même auprès des jeunes. Donc finalement, cette jeunesse, est-ce qu'on a vraiment capté ses velléités? Là aussi, il y avait sans doute un fantasme sur cet Peut-être. électorat qui est tout sauf unitaire ou en tout cas homogène. Ouais. Merci Guillaume Villadier d'avoir répondu à nos questions.